Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de vous présenter les grandes lignes des résultats parce qu'on en a énormément, puis on est toujours en cours d'analyse, mais du projet Ali Cannabis Sexualité qui a été financé par le FRQ et qui a été fait avec un ensemble de partenaires, notamment l'AIDQ, le GRIP, VoxCan et d'autres partenaires d'autres universités, bien entendu, et de d'autres organismes communautaires, notamment aussi des jeunes concernés. Ça me fait plaisir de présenter avec Maëlle aujourd'hui sur les résultats du projet. On va passer à travers différentes étapes. On a un ensemble de diapositives. On a beaucoup de matière à vous partager, de connaissances. Puis on va se garder un peu de temps à la fin, un peu plus pour vous présenter les balados, les capsules de formation qui viennent tout juste d'être déployées. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin. Ça va être vraiment intéressant. Le projet émane de constats de différents organismes communautaires de la communauté, de nos partenaires, qui amenaient l'idée que, la consommation de cannabis est saillante chez les jeunes. On sait que c'est les jeunes de 18-25 ans qui consomment de façon généralement le plus de cannabis au Québec. On sait aussi que, mais c'est peut-être un peu en filigrane, on n'entend pas trop parler, que après l'alcool, la consommation de cannabis est la substance la plus consommée à la sexualité. Et notamment, dans une étude de Lambert et ses collaborateurs, 45% des hommes et 35% des femmes avaient eu des relations sexuelles sous l'influence du cannabis parmi celles qui consomment dans la dernière année. On sait également que la recherche qui a été faite jusqu'à présent sur la consommation de cannabis et la sexualité ont eu tendance à sous-représenter les femmes et les personnes issues de la diversité sexuelle. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi avoir une approche qui était beaucoup plus inclusive, à la fois de la diversité sur le plan sexuel, du genre et des aspects ethnoculturels dans le cadre de notre projet. Jusqu'à présent, on en connaît encore peu sur les liens entre la consommation et la cannabis, mais ce que les jeunes nous rapportent de façon générale, que ce soit avec l'alcool, le cannabis ou d'autres drogues, c'est vraiment différentes conséquences, ou à tout le moins préoccupations sur le plan du consentement, de leur santé physique, du lien à l'expérience favorable ou défavorable qu'ils vont vivre sous l'influence du cannabis, des fois de la honte, de la culpabilité, l'impression d'avoir eu des mauvaises décisions et des stigmas qui sont liés à la socialisation du fait d'avoir eu de la sexualité sous influence, notamment du cannabis. Donc, c'est tous ces questionnements-là qu'on a voulu euh, ré- euh, ré- euh, réexplorer avec le cannabis sous influence auprès des jeunes notamment. Donc, le projet Ali Cannabis Sexualité s'insère vraiment dans une vision de recherche-action où on a voulu aller approfondir notre compréhension du phénomène des normes sociales, des préjugés, des tabous auprès des jeunes adultes qui choisissent d'avoir des activités sexuelles sous l'influence du cannabis. On a voulu aussi orienter le projet vers l'expérience de plaisir pour bien comprendre ce qu'ils vivent dans leur expérience, mais aussi pour avoir et développer des méthodes de sensibilisation, prévention, promotion de la santé qui sont arrimées avec les meilleures pratiques actuelles et qui tardent à s'actualiser, notamment dans les milieux de la prévention, notamment en raison des fois de balises ou de préjugés qu'on a encore face à l'idée d'orienter la prévention vers le plaisir. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a voulu développer, dans le cadre du projet de recherche-action, une réflexion, un développement des connaissances et des applications qui allaient être orientées vers le besoin des jeunes en leur donnant la parole et la capacité à participer activement au processus de co-création. Les grandes étapes du projet, on a fait une première étape plus conventionnelle où on a consulté les jeunes à l'aide d'entrevues individuelles. On a consulté 27 jeunes adultes de 18 à 24 ans qui ont eu des relations sexuelles sous l'influence du cannabis dans les dernières années. Puis par la suite, on est parti à partir des constats de ces entrevues-là dans différentes activités. Une qui était plus de priorisation, donc qu'est-ce qu'on voulait mettre de l'avant dans le cadre des activités. Une qui était plus de conceptualisation, comment on allait organiser le tout à travers différentes maquettes et finalement des phases de développement un peu plus intensives avec nos partenaires, puis également avec Club Sexu, la IDQ, qui nous ont aidés à orienter les dernières phases du projet. La première phase des entrevues individuelles a porté sur les entrevues auprès des jeunes, comme je vous ai mentionné, de 60 à 150 minutes, qui ont été menées principalement par Maëlle Lefebvre dans une vision communautaire où les jeunes ont également, pas ceux qui ont été interviewés, mais les autres,
orienter certaines questions de recherche, préciser nos guides d'entrevue, nous aider à avoir le bon angle par rapport à ce qu'ils souhaitaient être valorisé. On a recruté des jeunes 18 à 24 ans qui consomment au moins une fois par mois, qui ont eu des relations sexuelles dans la dernière année, qui résident au Québec et qui se sentent à l'aise, bien entendu, d'aborder ce thème-là. On a utilisé différentes stratégies de diversification pour, comme je vous ai dit, avoir une perspective qui était beaucoup plus inclusive. Habituellement, les recherches qui sont faites, notamment au niveau de la sexualité, mais au niveau aussi de la consommation, se concentrent au Québec actuellement beaucoup sur les personnes cis hétérosexuelles, alors qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus diversifié. On a eu un bon profil au niveau des âges, également au niveau des profils de consommation. On voulait avoir des personnes qui pouvaient présenter une consommation qui est un peu plus à risque, donc chaque fois semaine ou plus, ou plus régulière, donc chaque jour ou presque à travers notre exploration. Donc quand même un bon bassin de population à ce niveau-là. On a voulu également saisir l'échantillon au niveau de la diversité. On a obtenu beaucoup de personnes qui venaient de la diversité sexuelle et de genre, notamment au niveau des personnes non binaires, trans, de différents genres, également de différentes orientations sexuelles à travers le projet. Donc, c'est un aspect novateur qui est rarement mis en évidence à travers nos projets de recherche qui sont menés à l'IUD au Québec actuellement. Les entrevues ont porté sur différents aspects, que ce soit l'expérience de la sexualité sous influence, ce que les jeunes elles-mêmes mettent en action pour se protéger, pour avoir une sexualité qui est plus sécuritaire et satisfaisante, leur regard, les normes qui entourent ces aspects-là sur la sexualité sous influence et tout ce qui est la notion de consentement lors d'une sexualité sous influence, parce que euh, ce qui juxtapose aussi le fait que le cannabis est la deuxième substance la plus associée à la sexualité sous influence, c'est également le fait qu'elle est également la deuxième substance liée aux violences à caractère sexuel sous influence. Donc, c'est vraiment une des priorités qu'on a voulu mettre de l'avant. On a voulu avoir également leurs suggestions pour développer des stratégies qui allaient correspondre à leurs besoins, correspondre à leur réalité et à leur intention d'en bénéficier à travers le temps. Ce qui est aussi important sur le plan du format et de la façon d'y rejoindre, parce qu'on a des fois de la difficulté à rejoindre les jeunes en tant que tels. Les jeunes nous ont rapporté de différentes façons, différents contextes dans lesquels ils consomment du cannabis et ont de la sexualité sous influence. Je vais faire tout. Euh, donc, certains jeunes vont nous rapporter que c'est plus davantage dans un contexte de soirée, d'événements festifs qui vont à la fois consommer et avoir de la sexualité dans des bars, notamment dans les milieux interpersonnels, alors que pour d'autres, c'est vraiment déjà dans ça sert déjà dans une consommation qui est régulière avec un partenaire connu. Donc, on a vraiment les deux types de consommation qui se juxtaposent. On a aussi également la notion où ça peut être fait dans des milieux moins résidentiels, alors que pour d'autres, ça va être plus dans des événements festifs. On va ramener la personne à la maison ou encore le vivre dans ces événements-là, qui va changer la donne au niveau des contextes de consommation, de la sécurité, de la communication qu'il va y avoir avec les partenaires par rapport au cannabis et notamment le fait d'être ou non sous le même état d'influence lors de la consommation. Les gens vont nous parler beaucoup d'effets positifs sur la sexualité. Puis globalement, bien que Maëlle va nous en parler davantage, c'est tout ce qui est l'idée de permettre un sentiment d'immersion, de connexion à l'autre, d'être enveloppé dans une expérience sexuelle qui peut en quelque sorte devenir beaucoup plus plaisante. Donc, comme Marcel nous mentionne, la première chose qui vient en tête, c'est la notion de plaisir qui est augmentée. Parce que physiquement, les perceptions en moi et de ce que j'ai entendu de mes partenaires aussi, c'est qu'ils sont plus intenses. Donc, la relation sexuelle file mieux. On le ressent plus, tout ce qui est au niveau sensoriel, comme tout ce qui est au niveau de l'ouïe, de l'odeur, de l'odorat, du toucher. Fait que quelqu'un qui me touche, whatever, je vais avoir plus de plaisir et que j'aurais normalement sans ça. C'est vraiment l'intensité du plaisir. Donc, ce que Marcel nous partage, c'est vraiment la notion sensorielle ou des fonctions sexuelles, mais on a aussi tout l'aspect relationnel qui est augmenté pour certains, certaines par rapport au plaisir, ou encore la capacité aussi à oublier les préoccupations du quotidien, ce que Maëlle va parler davantage. Pour d'autres jeunes, on va aussi nous parler d'effets négatifs, souvent combinés en quelque sorte aux effets positifs, qui est un peu l'inverse des effets positifs recherchés. Donc, une déconnexion par rapport au corps, une incapacité à atteindre l'orgasme, donc une certaine incapacité à ressentir le plaisir sexuel
à 100%, comme nous témoigne un peu Eva dans le verbatim qu'elle nous a partagé. Des fois aussi, c'est le sentiment d'être jusqu'à un certain point plus dans le moment présent, au sens où on est envahi de préoccupations qui viennent plus de l'effet d'intoxication, ou encore on sent trop au niveau corporel ou pas assez, ce qui est un peu l'inverse du sentiment d'immersion qu'on décrivait auparavant. Certaines personnes vont nous parler aussi de sentiments de bouche sèche, de difficultés au niveau de la coordination motrice qui va faire en sorte que on va être moins attune ou en relation avec l'autre ou être capable de s'ajuster tout au long de la relation sexuelle qui va être souhaitée. Les jeunes vont nous parler de certaines préoccupations, de risques, de conséquences, mais généralement, ils vont pas nécessairement en parler pour elles. Ils vont plus parler de ces conséquences-là comme des préoccupations qu'elles doivent toujours avoir, comme le fait que la consommation devienne jusqu'à un certain point associée à la sexualité au point tel qu'ils deviennent accros ou qu'ils deviennent une nécessité de consommer du cannabis pour avoir des relations sexuelles, ce que nous partage Jade jusqu'à un certain point dans cet extrait-là. Pour d'autres jeunes, c'est plus la notion des risques au niveau des ITSS ou des préoccupations au niveau de la victimisation sexuelle ou juste au niveau du consentement qui va être à l'avant-plan. Mais globalement, les risques vont être vécus comme étant gérables dans la plupart des cas, vont être énoncés comme étant quelque chose qui est préoccupant, mais dans lequel ils sont capables de naviguer à travers tout ça. Je vais donner un peu plus d'accent sur le consentement, les limites et l'exploration, parce que c'est une dimension qui était une des plus préoccupantes pour les jeunes qui nous ont partagé. Donc, pour les jeunes, c'est clair que le consentement réel, réversible, enthousiaste, éclairé, libre et spécifique doivent être présents sous une sexualité sous influence du cannabis et que pour se sentir pour vivre une expérience positive, sécuritaire et respectueuse, c'est essentiel de s'en assurer pour limiter à la fois les regrets et les conséquences légales qui sont possibles. Certains jeunes vont nous parler d'exploration sexuelle qui vont être liées à la consommation de cannabis, qui est une motivation que Maëlle va explorer davantage. Mais pour d'autres, la sexualité sous influence va aussi être liée à un certain dépassement des limites personnelles, qui n'est pas nécessairement une transgression ou un manque de consentement, mais l'idée d'être un peu pris dans quelque chose qu'on n'aurait pas souhaité si on n'avait pas consommé au niveau de la sexualité. Pour certains, ces limites sexuelles-là vont aussi être un peu plus vues dans une idée de se donner la chance d'avoir des relations sexuelles qu'on n'aurait pas désirées si on n'avait pas été sous influence. Donc, on ne parle pas nécessairement de transgression sexuelle, mais l'idée de s'adapter à certaines normes dans notre consommation. C'est ce que Ren nous partage dans l'extrait qui est présenté ici. Euh, certains sont d'avis que le consentement est toujours important, mais que la sexualité sous influence ou le fait d'avoir consommé a peu ou relativement pas d'impact sur leur consentement, notamment parce que c'est une décision des discussions qui se font systématiquement qu'ils aient ou non consommé du cannabis, ou encore qu'ils ne perçoivent pas nécessairement l'influence du cannabis sur leur capacité à donner, obtenir ou discuter du consentement qui sont présents. Mais la plupart des jeunes vont nous dire que c'est vraiment important d'en tenir compte et que le cannabis peut quand même avoir une influence sur la capacité à demander, émettre, recevoir, discuter d'un consentement et ça va demander une attention qui est accrue, particulièrement pour s'assurer que le consentement est continu, notamment en raison du fait que les jeunes peuvent avoir consommé, être sur différents niveaux d'influence et que ce niveau d'influence-là peut varier durant la relation sexuelle parce que on n'a pas consommé au même moment ou parce que le high ne sera pas la même intensité au même moment où on a demandé le consentement. C'est un peu ce que En ligne nous parle en disant non, le cannabis pour moi, je le consomme peut-être pas en grande dose, mais ça vient pas affecter mes valeurs, ça vient pas affecter ma façon de penser ou de me comporter. Donc, En ligne serait plus dans l'idée que ça n'a pas d'influence, alors que pour d'autres, ça va être apporté comme quelque chose d'important. Paradoxalement, ou en tout cas en continuité à ce que je viens de dire, plusieurs jeunes sur 27, au moins 4, et c'était pas une question qui était demandée d'emblée, vont
rapporter des événements où ils vont avoir eu une absence de consentement. Puis d'autres vont aussi rapporter qu'après coup, lors de discussions avec les partenaires, ils vont avoir réalisé que soit l'un ou l'autre va pas avoir consenti pleinement aux relations sexuelles. Donc, c'est quand même intéressant de voir que cet aspect-là est quand même saillant et qui est sorti, même si c'était pas une étude du tout épidémiologique sur cette question-là, de réfléchir à ces aspects-là. Un peu ce que Mathilde nous parle sur le fait qu'après avoir réalisé, après, avec un partenaire homme cis, d'après avoir eu une relation sexuelle et en avoir discuté, ils ont réalisé ensemble que finalement, la personne était trop high pour être en mesure de donner un consentement libre et éclairé. Euh, Encore une fois, la plupart des participants vont nous avoir mentionné que le consentement n'est pas pleinement possible sous l'influence du cannabis, mais presque la totalité vont dire que quand même c'est gérable et ça en vaut la chandelle. Donc c'est quelque chose dans lequel ils sont prêts à naviguer et dans lequel ils souhaitent peut-être être accompagnés ou ils souhaitent mieux être guidés pour pouvoir le faire. Donc l'idée d'envoyer le message que c'est impossible, ingérable ou que ça ne devrait pas avoir lieu est vraiment en porte-à-faux avec l'expérience qui est relativement vécue chez les jeunes et ce qu'ils nous rapportent comme expérience par rapport au cannabis sous influence. Euh, L'importance qu'ils vont nous nommer, c'est toute l'importance de dire que, par exemple, si la personne est sous influence, ça va être vraiment important pour elle d'analyser ce qui se passe, d'assurer du consentement continu. Euh, d'être alerte à ces aspects-là, ce qui n'est pas toujours le cas et ce qu'ils ne sont pas toujours en mesure de faire. Donc, encore une fois, c'est toute l'idée de voir le consentement comme étant quelque chose de possible, souhaité, mais de des fois, parfois difficilement navigable d'un jeune à l'autre par rapport à cette donnée-là. Les jeunes vont nous parler de différentes stratégies qu'ils utilisent pour réduire les risques ou les méfaits liés à leur sexualité sous influence du cannabis. Mais globalement, ça passe par l'idée de mieux se connaître. Mieux se connaître sur le plan de la sexualité, mieux se connaître par rapport à sa consommation du cannabis. Donc, d'explorer ces deux dimensions-là avant de le mettre en action de façon combinée. De bien connaître ses limites, ce qui fait écho à ce que certains programmes au Québec donnent à ce niveau-là et de comprendre aussi toute l'importance de modérer sa consommation, de bien comprendre aussi que l'influence sur soi de celle sur les autres, de s'assurer d'avoir un produit qui est contrôlé, connu chez les jeunes aussi, notamment par le recours à la SQDC, mais également l'idée de connaître l'endroit, le lieu. Donc, tous les aspects qui sont communément connus dans la réduction des méfaits qui sont liés à la consommation de cannabis vont être mis en œuvre, notamment sur la sexualité sous influence du cannabis, au-delà du fait qu'on va aussi avoir la connaissance au niveau de la sexualité, de ses valeurs, de ce qu'on souhaite avoir. Une autre dimension qui est super importante pour les jeunes, c'est toute la notion, puisqu'elle est dyadique ou généralement, c'est la notion de communication. Donc, comment on est capable de parler avant, pendant et après avec les autres personnes qui sont autour de nous sur les relations sexuelles qu'on souhaite avoir, comment on souhaite les avoir, comment on peut aussi en parler de façon continue, se donner des signaux si jamais on sent qu'on n'est pas au même niveau qu'on n'est pas à l'aise avec les comportements qui sont donnés, vont avoir beaucoup plus d'importance dans le cannabis. Et c'est dans cette communication-là sur nos préférences sexuelles, nos souhaits par rapport à la sexualité que va venir s'insérer jusqu'à un certain point le consentement au niveau de la sexualité. Donc souvent, des stratégies de prévention sur le consentement sexuel est souvent détaché de la communication générale, mais ce que les jeunes semblent nous dire, sur la façon dont ils souhaitent le vivre, c'est vraiment de l'intégrer dans une communication saine, globale, et de pas seulement aborder le consentement de façon isolée, ce qui est plus dur, moins naturel à faire de façon continue, et ce qui aussi combine, au-delà de la communication, différentes stratégies pour s'en assurer. Les jeunes vont aussi nous parler, comme Eva nous mentionne, de tout ce qui est la stigmatisation ou l'autostigmatisation par rapport à la consommation de cannabis et à la sexualité sous influence de façon générale, et de l'importance d'en tenir compte. Parce que globalement, ce que les jeunes nous disent, c'est que s'ils sentent qu'ils ne peuvent pas ouvrir ce sujet-là auprès de leurs proches, notamment au niveau de la sexualité, même si c'est des proches qui consomment, ou encore des intervenants en prévention de la dépendance,
par rapport à la sexualité ou encore de leurs parents parce qu'ils ont des normes sociales qui sont différentes. C'est vraiment très difficile pour eux d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher du soutien lorsqu'elles sentent qu'ils en ont besoin. Et ça, c'est une dimension qui était très importante dans leur façon de considérer le fait d'aller chercher des services par rapport à la consommation de cannabis sous influence. L'autre aspect qui était très important au niveau de la stigmatisation, c'était tout aussi la notion de regard différent par rapport à l'alcool. Notamment le fait comment l'alcool et la sexualité sous influence d'alcool est banalisée dans la société, alors que celle sur le cannabis va avoir un regard qui est complètement différent de la part de l'entourage et des autres personnes. Les jeunes vont aussi nous parler de normes de genre qui vont être présentes. Maëlle va l'explorer davantage par rapport aux motivations. Mais ce que les jeunes nous rapportent, c'est comment le regard va être relativement différent, notamment au niveau des personnes non binaires et des femmes cis, quant aux façons de voir la sexualité sous influence, aux préjugés qu'on a, à l'autonomie qu'on donne ou non aux personnes qui choisissent de l'avoir et des fois à l'ouverture sexuelle ou à la vision négative de la sexualité qu'on peut avoir, notamment chez les femmes. Donc, c'est vraiment important de considérer cet aspect-là sur comment on véhicule des fois, quand on aborde le sujet, ces normes de genre-là pour essayer de sortir et de transformer les normes de genre à travers la sexualité sous influence. Les jeunes vont déjà nous parler à ce moment-là, et on va l'approfondir un peu dans les autres dimensions, de suggestions, notamment d'informer sur les effets de la sexualité, du cannabis sur la sexualité, au-delà des risques, sur les différents modes de consommation, sur les quantités, les effets des mélanges des substances, bien entendu, et l'impact du contexte personnel et environnemental. Il nous amène aussi à tout ce qui est la notion de sensibiliser et ouvrir sur la communication et sur le consentement, ce qui est rarement fait quand on parle de cannabis et de prévention de façon générale. Dans certains organismes, je suis certain qu'on le fait, mais surtout sur l'angle de la communication et d'aspects qui sont positifs. Il nous amène aussi à réfléchir à dédramatiser, sans banaliser pour les personnes qui souhaitent avoir cette conduite-là, parce que c'est quelque chose qui peut être lié à des stigmas, et d'adapter l'intervention à la diversité sexuelle de genre et culturelle, et finalement d'avoir une approche qui est plus nuancée et beaucoup moins axée vers les risques. Ce qui nous apporte un peu, c'est que les méthodes de prévention, des fois, sont euh, semblent être nuancées, mais finalement, on semble nous parler uniquement des risques à travers ces aspects-là, puis c'était quelque chose qui pouvait les interpeller davantage. Donc, c'est les grandes lignes des synthèses des entrevues, mais elle va continuer davantage, mais ça reprend tout cet aspect-là et toute l'idée aussi que à l'âge adulte, les jeunes peuvent prendre des choix éclairés par rapport à leur sexualité et qu'on a peut-être un regard à avoir sur des fois les normes qu'on impose de façon implicite ou non sur la sexualité qu'ils peuvent choisir ou non d'avoir. Maëlle, je vais te donner la parole en te regardant pour te suivre, vu que j'ai le contrôle du diaporama, sur son projet de mémoire de maîtrise qu'elle a terminé et Oui, réussi donc, avec brio. merci. Donc, je vais vous parler d'un angle un peu plus spécifique qui sont les motivations. J'ai décidé de m'y intéresser parce qu'on peut comprendre qu'en allant explorer ce qui motive les gens, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher dans ces comportements-là, on est davantage en mesure de venir identifier les besoins qu'ils viennent peut-être combler avec ces pratiques-là. C'est quoi la raison derrière ces comportements-là? Puis, en sachant ça, on est davantage en mesure de les aider en fonction de leurs besoins plus spécifiques. Donc, dans mon projet, je cherchais vraiment à comprendre les motivations des jeunes adultes à consommer du cannabis en contexte de sexualité, puis également à comprendre le rôle du genre dans ces motivations-là. J'ai ressorti trois grands thèmes qui englobent les différentes motivations à la SSI. Je vais vous présenter par la suite des exemples un peu plus précis des différentes motivations dans ces thèmes-là. Le premier thème, c'était l'amélioration et la transformation de la sexualité, ce qui fait vraiment référence à la consommation dans l'objectif d'améliorer ou d'intensifier les dimensions sensorielles, émotionnelles et relationnelles de la sexualité. Dans ces récits-là, les participants décrivaient que la consommation était vraiment liée à la recherche d'expériences sexuelles plus satisfaisantes et intensifiées. Le deuxième thème, c'était la facilitation de la sexualité et aussi la réduction des barrières au plaisir, ce qui renvoie vraiment davantage à la consommation dans le but de moduler l'état d'esprit pour favoriser l'engagement dans des relations sexuelles, puis aussi pour faciliter leur déroulement, notamment en permettant de surmonter des obstacles d'ordre psychologique, social et corporel. Puis le troisième thème, ça englobait les influences contextuelles et non planifiées. Donc, ça désigne un peu l'engagement dans la sexualité sous influence en l'absence de motivation ou d'intention clairement réfléchie ou délibérément choisie.
Dans le premier thème, il y avait d'abord le fait de favoriser le plaisir et l'intensité dans la sexualité. C'est un peu comme une métamotivation qui se découle à travers les autres parce qu'on va le voir, le plaisir est un peu toujours recherché dans la plupart des motivations. Le plaisir en contexte de sexualité sous influence était vraiment décrit comme différent, comme particulier, et les expériences comme plus intenses, euphoriques, plus satisfaisantes, justement ce que la personne espoir nous nomme à l'écran. Elle parle de l'euphorie physique, de l'euphorie mentale, puis l'autre personne, elle parle de la satisfaction, donc faire durer le plaisir plus longtemps, puis qui trouvait que c'était mieux la sexualité sous influence pour lui que pas sous l'influence. Il y avait ensuite pour améliorer les fonctions sexuelles et intensifier les effets physiques. Donc, il y avait d'abord les sensations physiques directement qui étaient décrites comme plus intenses, comme différentes que lors de la sexualité plus sobre. Les participants expliquaient qu'un toucher qui serait habitué plutôt banal pouvait vraiment devenir transformé en quelque chose de sensuel, en quelque chose de plaisant. Puis il y avait par ailleurs aussi la stimulation du désir et de l'excitation sexuelle. Le cannabis permettait de faciliter l'atteinte d'un niveau de désir visé ou encore de générer un désir sexuel qui était perçu comme étant absent. Il y avait aussi l'amélioration perçue de sa performance sexuelle qui était soulevée surtout par des hommes dans le projet. Les participants nommaient que le cannabis leur permettait de se sentir plus énergétiques, plus excités, ce qui leur donnait l'impression d'être plus performants au niveau sexuel, puis ça leur permettait de se sentir plus en confiance. Puis finalement, il y avait aussi les orgasmes. Donc, j'ai une participante qui me décrivait en fait que ces orgasmes sous l'influence lui donnaient l'impression de sauter plus haut. Puis la personne à l'écran nous parle justement de l'expérience sensorielle. Elle nomme que c'est beau se faire toucher, que les sensations vont vraiment être amplifiées, que pour cette personne-là, ça amplifiait le côté positif de la sexualité. Une autre motivation du premier thème, c'était d'améliorer la connexion à l'autre et l'expérience d'intimité. Le cannabis était vraiment décrit comme permettant de renforcer l'expérience d'intimité et d'ouvrir la porte à une connexion à l'autre qui était intense, qui était décrite comme plus forte. Les participants décrivaient par ailleurs l'impression d'être sur la même longueur d'onde, de réellement se comprendre mutuellement. C'est vraiment ce que Noah nomme à l'écran. Donc, il parle du sentiment d'intimité, de connexion qui est multiplié, puis il le nomme en fait comme un cocon d'intimité, comme la création d'une petite bulle intime qui est plaisante dans ces moments-là. Puis, on avait aussi pour permettre l'exploration sexuelle et l'ouverture sexuelle. Donc, le cannabis permettait pour certains de changer de la routine, d'avoir une sexualité qui était moins structurée, en faisant tomber des barrières comme la gêne ou l'incertitude. Ça amenait aussi parfois une envie de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles pratiques comme des jeux de rôle ou, comme Teddy le nomme à l'écran, des jeux par rapport au genre, sans le prendre au sérieux, en se laissant aller, que ça soit plus léger dans ces moments-là. Puis, ça amenait aussi à se sentir plus ouvert d'esprit face à la sexualité, face aux nouvelles pratiques. Puis certains participants nommaient que ça leur permettait d'apprendre à connaître davantage leurs préférences sexuelles et d'accueillir aussi de nouvelles envies avec davantage de légèreté et d'ouverture. Puis maintenant, on passe au deuxième thème, donc la facilitation de la sexualité et la réduction des barrières au plaisir. Dans ce thème-là, il y avait d'abord la réduction des préoccupations en contexte de sexualité, puis il y avait un peu deux catégories dans celui-là. Donc, il y avait les préoccupations en lien à des expériences négatives du passé et les préoccupations liées au quotidien. Dans la première catégorie, les participants décrivaient des expériences négatives qui pouvaient être sexuelles ou non, et des traumas qui venaient amener des pensées intrusives pendant la sexualité. Donc, le cannabis leur permettait d'éviter ou du moins de diminuer l'influence de ces difficultés-là sur leur sexualité. Puis pour la deuxième catégorie, les participants nommaient des pensées anxiogènes un peu plus générales de la vie, donc souvent liées à l'école, au travail, qui venaient perturber leur expérience sexuelle. Donc dans ces contextes-là, le cannabis leur permettait de moins réfléchir à des choses externes, puis à diminuer l'impact de l'anxiété du quotidien sur leur sexualité. C'était le cas justement pour la personne à l'écran qui nomme que ça lui amène un peu plus de calme mental, ça lui permet de moins réfléchir, surtout par rapport à l'école, l'anxiété de performance, donc de venir enlever ces préoccupations. Puis il y avait ensuite dans ce thème-là le cannabis pour se calmer et se laisser aller. Donc, c'est une motivation qui était particulièrement présente chez les femmes. Donc, il y a 90 des participantes qui l'ont abordé. Le cannabis était décrit comme permettant de se laisser aller, de se concentrer sur l'expérience, sur ses sentiments, ses sensations, et donc de se centrer un peu plus sur le moment présent et avoir une expérience sexuelle qui était décrite comme plus plaisante. Ça leur permettait aussi de se déconnecter de soi, de prendre plus à la légère certains événements anxiogènes comme des imprévus dans l'expérience sexuelle, puis de vivre plus pleinement l'expérience. Puis c'était le cas pour Lena à l'écran qui décrit justement qu'elle a du mal à se laisser aller à 100%, puis que quand elle consomme du cannabis, ça lui permet de davantage se concentrer et donc de ressentir plus de plaisir. Puis dans le dating, plus particulièrement, chez les hommes, c'est une motivation qui peut se présenter à travers la consommation pour se sentir plus à l'aise d'approcher une personne partenaire potentielle. Donc, le cannabis les aidait à se sentir plus confiants, moins mal à l'aise de faire le premier move vers une personne qui les intéresse, ce qui venait faciliter le contact et potentiellement une relation sexuelle par la suite. Et chez les femmes, encore une fois, dans le dating, c'était présent aussi, mais de manière un peu différente. Comme Eva le décrit, elle comparait vraiment la consommation de cannabis à prendre un verre lors d'une première date, donc pour détendre l'atmosphère, se sentir plus à l'aise, moins stressé.
Une autre motivation qui est ressortie beaucoup, c'était la réduction des préoccupations liées au corps, aux standards de beauté, puis aux normes corporelles de genre et de performance sexuelle. Donc, plusieurs participants expliquaient que ils consommaient pour se sentir plus à l'aise avec ou ne pas penser à leur corps en contexte de sexualité. C'est une motivation qui a été nommée en fait uniquement par des femmes cis et des hommes trans dans le cadre du projet. Donc, pour ces personnes-là, les insécurités par rapport à leur corps venaient vraiment affecter leur plaisir sexuel ou encore les pratiques qu'elles avaient envie d'avoir. Elles abordent notamment l'influence des normes sociales, surtout celles associées à la pornographie par rapport à leur corps. Donc, être rasé, être dans des positions flatteuses et leur rôle dans la sexualité, donc faire des bruits, faire plaisir à l'autre. Donc, elles expliquent que le cannabis leur permet de se détacher un peu de ces normes-là, de ces pressions-là, de moins avoir peur de ne pas plaire à l'autre, de moins se centrer sur ça ou de présenter des imperfections et d'être vraiment dans une expérience de partage plutôt que dans des performances de sexualité plus individuelles. C'est exactement ce que Kim décrit à l'écran. Donc, elle a toujours l'impression que cette pression-là, ces normes-là, de vouloir être à son avantage, d'être davantage dans le plaisir qu'on donne à l'autre, de focus sur l'autre, d'être dans la performance. Donc, quand elle consomme du cannabis, elle nomme qu'elle va moins penser à ces choses-là, que ça devient vraiment plus un moment de partage, un moment de connexion qu'elle apprécie. Puis pour certains, l'évitement de la dysphorie de genre en contexte de sexualité, c'était vraiment leur motivation principale. Donc, le cannabis leur permettait d'avoir moins conscience de leur corps ou de leurs organes génitaux qui n'étaient pas congruents avec leur genre, ou même d'accorder moins d'importance aux termes genrés qui étaient utilisés pour décrire des parties du corps, donc par exemple les seins. Pour certains, le cannabis aidait même à visualiser des parties du corps ou des organes génitaux qui étaient congruents avec leur genre. Donc, c'est ce que Johnny décrit à l'écran, justement, que lui, c'est une personne trans, donc il se sent moins bien par rapport à ses parties génitales. Donc, quand il consomme du cannabis, il se rend moins compte de ces insécurités-là, de ces parties génitales qu'il n'aime pas. Puis, dans une autre lignée, il y avait également dans ce thème le cannabis pour tolérer une relation sexuelle qui n'était pas nécessairement plaisante ou désirée. Donc, c'est une motivation qui se présentait, par exemple, dans un contexte de travail du sexe ou encore quand il y avait un partenaire auprès de qui il souhaitait plaire. Donc, c'est une motivation qui était particulièrement présente chez les hommes et les femmes cis et les personnes issues de la diversité de genre. Donc, le cannabis permettait de se déconnecter de l'expérience, de faire en sorte qu'elle passe plus vite, qu'elle soit moins dérangeante. Donc, ça permettait de se sentir moins fermé à accepter une relation sexuelle qui n'était pas nécessairement souhaitée ou plaisante, puis en la rendant plus tolérable. Donc, c'était le cas pour Lia, qui est une personne qui décrit qu'elle a l'impression que ça passe mieux. Donc, elle n'a pas vraiment une libido élevée, mais elle a envie d'avoir de la sexualité parce que son chum, ça lui plaît, puis elle a envie de lui faire plaisir. Donc, pour elle, ça l'aide à faire passer la sexualité plus rapidement dans sa tête. Puis finalement, le troisième thème, c'était les influences contextuelles. Donc d'abord, il y avait les participants qui abordaient parfois avoir associé le cannabis à la sexualité, comme Mathieu l'a peut-être le mentionné un peu plus tôt. Donc après avoir vécu des expériences positives de sexualité sous influence. Donc la consommation amenait une excitation sexuelle d'emblée de par cette association-là qui s'était créée. Donc certains aimaient aussi avoir une dépendance au cannabis, donc ressentir un besoin de consommer de manière générale et donc aussi dans la sexualité. L'association, c'est un peu ce que Mathilde décrit. Donc elle fait un parallèle avec Pavlov, l'association. Donc elle a découvert que ses orgasmes était meilleur. Donc, après ça, à chaque fois qu'elle consommait, elle avait un peu une excitation sexuelle. Donc, c'était vraiment une association entre cannabis et sexualité pour elle. Puis il y a certains participants qui soulignent que la sexualité sous influence s'inscrit parfois tout simplement en fait dans leur routine. Donc, par exemple, ça pouvait être dans leur routine avant d'aller dormir, dans un moment de détente avec leur partenaire, puis aussi certains contextes sociaux plus spécifiques dans lesquels ça avait davantage tendance à arriver. Donc, par exemple, une soirée festive et les participants nommaient aussi qu'elles avaient tendance à consommer parce que leur partenaire consomme ou encore parce que tout le monde le fait. Donc, pour Jonathan à l'écran, il décrit que ça a toujours été comme ça. C'était vraiment une routine pour lui de consommer puis d'avoir de la sexualité dans certains cas. Puis pour Eva, c'était vraiment une habitude quand elle sortait, souvent en soirée. Donc, pour elle, c'était vraiment associé à la soirée. Elle dit, je vais pas me poser un mardi soir et fumer un joint. Donc, c'était vraiment juste dans des événements plus festifs, le week-end, en soirée. Et puis la dernière motivation, c'était l'état d'intoxication au cannabis préalable à la sexualité, qui est en fait un peu une absence de motivation. Donc les participants avaient simplement déjà consommé du cannabis sans nécessairement prévoir une relation, mais l'occasion se présentait alors qu'elle était déjà en état d'intoxication au cannabis. Donc c'était particulièrement le cas pour les personnes qui consommaient plus régulièrement, donc chaque jour ou presque. C'est une motivation qui était plus présente chez les femmes cis, mais d'autant plus chez les personnes non-binaires, à genre et queer. Donc la totalité d'entre elles dans le projet l'ont soulevé, puis plus largement aussi chez les personnes de la diversité de genre. Donc ça a été soulevé par 80% d'entre elles. C'est ce que la personne à l'écran nous nomme. Donc, elle nomme que c'est rien en particulier qui la motive, c'est juste qu'elle fume à tous les jours. Donc, c'est pas planifié, c'est juste que ça se passe dans ce moment-là. Donc, vous comprendrez que parmi les 27 participants, tout le monde avait vraiment des motivations qui étaient uniques, qui étaient différentes. C'est jamais vraiment pareil ou vécu de la même manière. J'ai présenté ici des catégories, des thèmes un peu regroupés, mais je trouve quand même important de souligner que les gens avaient vraiment tous des expériences différentes, des motivations qui étaient uniques, qui étaient propres à eux.
Puis on peut voir aussi qu'il y avait des liens avec le genre. Il y avait des motivations qui prenaient plus ou moins d'importance chez certains selon le genre. Donc on peut penser les motivations qui ressortaient chez les hommes cis et trans faisaient souvent référence à la confiance en soi, à la performance sexuelle, aux fonctions sexuelles comme par exemple un désir sexuel spontané ou une érection spontanée immédiate. Donc ce sont des aspects qui sont un peu liés aux attentes sociales envers les hommes et envers la masculinité. Donc il y avait vraiment un souci, un aspect d'être cohérent avec les attentes et les normes qui dit que c'est quoi une bonne performance sexuelle pour les hommes, pour les gens masculins. Donc, d'avoir beaucoup d'énergie, de demeurer constant à travers la sexualité. Puis, chez les femmes, elles cherchaient parfois à se détacher de ces normes-là en oubliant les attentes genrées envers leur corps ou leur rôle dans la sexualité, puis en allant davantage explorer ce qu'elles avaient envie de faire plutôt que ce qu'elles devraient faire selon les normes sociales ou ce qui est dicté notamment par la pornographie. Puis également, ce qui est intéressant, c'est que les femmes présentaient davantage des motivations du thème 2, qui fait référence à la facilitation de la sexualité. Donc ça, c'est des motivations qui sont dans ce thème-là, qui sont presque toutes de près ou de loin liées à la réduction du stress. Donc, on peut penser au fait de vouloir détendre l'atmosphère, de diminuer les préoccupations, de favoriser le calme, le laisser aller. Donc, c'est des résultats qui mettent en lumière un enjeu précis qui est vraiment l'impact du stress et de l'anxiété sur les expériences sexuelles des femmes. Donc, elles doivent trouver des moyens de pallier avec ce stress-là, par exemple la consommation de cannabis. Puis, comparativement, les hommes présentaient davantage des motivations du premier thème, qui était l'amélioration de la sexualité. Donc, on voit que leur motivation s'articule davantage autour de la recherche directe, immédiate de plaisir et de sensations intensifiées, tandis que donc, ça suggère en fait que les hommes ont davantage tendance à consommer dans un objectif de bonification de l'expérience sexuelle, tandis que les femmes y recourent davantage comme une stratégie d'autorégulation pour réduire le stress ou pour éviter certains obstacles liés à la sexualité. Puis les personnes non binaires, à genre et queer dans le projet rapportaient en fait des motivations autant du thème 1 que du thème 2. C'est un constat qui pourrait refléter peut-être une navigation particulière à travers des normes et des attentes de genre, donc avec des expériences et des motivations qui sont en fait marquées par des injonctions un peu contradictoires en lien avec la féminité ou la masculinité ou encore même par le rejet ou le dépassement de ces normes-là, de ces attentes-là. Puis au-delà du genre, je trouve que c'est aussi important de comprendre que la consommation de cannabis, on le voit, vient vraiment répondre à des besoins. Elle permet d'améliorer une expérience plaisante, donc par exemple intensifier les sensations, augmenter le désir, ou encore, au contraire, d'éviter une expérience déplaisante, comme réduire le stress. Mais dans les deux cas, le fil conducteur, c'est vraiment le plaisir. Puis je trouve que ça renforce particulièrement l'importance de ne pas toujours aborder d'emblée la consommation de cannabis en contexte de sexualité comme quelque chose de négatif ou la consommation de manière générale, de focus sur les conséquences, parce que souvent, c'est le plaisir, c'est la recherche de plaisir qui est à la base de ces expériences-là, de ces décisions-là. Puis quand on s'intéresse à l'expérience de plaisir, au-delà de ce qui est négatif dans la sexualité, dans la consommation, on ouvre vraiment la porte à une variété d'expériences qui peuvent être riches, qui peuvent être intéressantes, puis qui peuvent nous ouvrir la porte, nous faire découvrir des nouvelles choses, de nouvelles perspectives pour la recherche et l'intervention. Donc, pour ma part, pour mon projet, c'était un peu ça. Donc, je reporte la parole à Mathieu pour vous parler du reste du projet. Merci beaucoup, Maëlle. C'est très intéressant d'avoir offert ce volet-là. On passe maintenant au volet action. En fait, c'est un projet de recherche-action allié cannabis sexualité. Donc, une fois qu'on a eu ces résultats-là, qu'on les a analysés, grandement Maëlle, Joseph, le reste de l'équipe aussi, on est parti dans une phase un peu plus de priorisation. On a fait une activité de triage qui est une activité délibérative qui vise vraiment à... hop là, je partage encore, oui, qui vise vraiment à, jusqu'à un certain point, à catégoriser les éléments qu'on veut prioriser, qu'on veut voir prioriser dans l'intervention, que ce soit au niveau des moyens, des stratégies, des éléments cibles à travers tout ça. Et on le fait à travers, avec un groupe de différentes personnes qui allaient participer à cette recherche-là, notamment des intervenants et des personnes chercheuses à travers tout ça. Donc, globalement, on avait un ensemble d'idées qu'on a lancées à travers des constats et on a voulu les trier à travers différentes priorités de recherche ou de besoins de moyens et d'implication au niveau des rôles. C'est ce qu'on a voulu faire à travers le triage. Ce que les personnes nous ont mentionné, c'est vraiment la notion, encore une fois, de augmenter les connaissances des effets du cannabis sur la sexualité et des rapports au genre, notamment, d'augmenter la capacité de faire des choix éclairés sur la sexualité sous influence du cannabis en lien aux TSS et de les appliquer, de comprendre le consentement sous influence du cannabis et de déstigmatiser la sexualité sous influence, qui était un des points angulaires transversales de l'ensemble de ces éléments-là. Un autre angle qu'on a voulu souligner, c'est toute la notion de pas nécessairement arriver avec des solutions, mais de plutôt développer chez les jeunes leur capacité, leur pensée critique par rapport à leur sexualité sous influence, pour qu'elles-mêmes puissent faire des choix éclairés qui correspondent à leurs valeurs avec les informations qui sont requises. Donc, de développer davantage ces compétences-là.
et finalement d'orienter le tout vers aussi une formation pour les personnes intervenantes pour que les personnes intervenantes soient davantage en mesure d'accompagner les jeunes qui ont des questionnements sans les stigmatiser, sans augmenter la honte, sans donner des informations qui sont uniquement orientées vers le risque. On a demandé après ça, on a essayé de catégoriser aussi tout ce qui était la notion de rôle. Donc, comment les partenaires pouvaient occuper un rôle dans cette dynamique-là. Étrangement, au triage, on a eu de la misère parce que certaines personnes ont interprété partenaires comme étant les partenaires communautaires, alors que pour d'autres, et pour ce qui était voulu, c'était davantage les partenaires sexuels ou relationnels des personnes avec qui on a une sexualité. En fait, si on veut aborder la sexualité sous influence du cannabis, comme on a vu, c'était diadique. Donc, d'aborder uniquement la personne qui consomme et qui a une sexualité sous influence, c'est probablement insuffisant. Donc, on a voulu essayer de regarder un peu comment on pouvait outiller les partenaires, l'entourage direct du jeune, à favoriser le dialogue, l'échange, l'entraide, à partager des trucs et des stratégies qui eux-mêmes utilisent. Également, à reconnaître des situations qui peuvent être dangereuses, compromettantes dans les milieux de pratique, à être engagé vers une sexualité positive, saine et plaisante, à pouvoir communiquer, aborder ce sujet-là, notamment dans les événements festifs ou dans d'autres aspects où on a de besoin d'ouvrir ces aspects-là, d'être conscient des risques, bien entendu, de prendre conscience de l'influence de nos pères et de nous tant que père, nous en tant que père, sur les autres, de connaître ses limites et ses propres préférences, surtout quand on est un partenaire au niveau sexuel. Donc, de pas nécessairement juste dire ben, tout est correct au niveau de la consommation de cannabis, mais aussi d'avoir exploré cette dimension-là, puis d'être en mesure d'orienter la personne vers des services qui sont inclusifs. Plusieurs moyens ont été identifiés à travers tout ça, à travers les activités de triage, notamment des créations de formations en ligne, des images, des expositions de balado, différentes activités délibératives. Mais globalement, ce qui est ressorti, c'est d'aller au-delà des formations classiques dans les écoles de type atelier pour rejoindre les jeunes, aborder le sujet de d'autres façons qu'on l'offre déjà à travers ces ateliers-là. Par la suite, on est allé dans une activité délibérative qui consistait en World Café, où on a réuni à la fois des personnes concernées, des intervenants des milieux de pratique et quelques personnes de la recherche pour développer un peu des interventions qui étaient beaucoup plus cohérentes au niveau des objectifs, des besoins, des cibles et des populations cibles et des moyens qu'on voudrait y prendre pour y parvenir. Donc, le World Café s'est déroulé sous une demi-journée où on a fait changer les participants de table selon les différents aspects, mais ce qu'il y avait à faire, c'est d'agencer jusqu'à un certain point les besoins, les rôles et les moyens qu'on avait préalablement identifiés et de les rendre les plus concrets possibles sous la forme de maquettes. Et ce que les jeunes nous ont amené, c'est vraiment d'avoir différentes idées, différents ateliers qui avaient été faits, que ce soit sur le niveau de soirée conviviale, informelle, de type 5 à 7, où il peut y avoir un espace sécuritaire pour aborder ces aspects-là. Oui, des ateliers éducatifs, mais pas seulement ces aspects-là. Des conférences aussi visant le grand public, pas nécessairement ce qu'on fait aujourd'hui, mais au-delà de nous, pour essayer d'aborder de front la sexualité sous influence du cannabis et de sensibiliser la population générale face à cette réalité-là. D'ouvrir la discussion entre les gens qui consomment du cannabis parce qu'ils ont une légitimité, une valeur dans ce qu'ils ont à rapporter comme type d'expérience, rencontre d'individus avec des professionnels, des formations qui sont spécifiques pour les intervenants entourant la sexualité sous influence, des zines, d'autres méthodes artistiques, ça peut être une pièce de théâtre, site web, des forums, des apps, et de la collaboration avec les organismes. Ce qu'on a mis en gras, en fait, c'est ce qu'on a voulu prioriser à travers nos actions et ce qu'on a fait à la prochaine étape en tombant dans une phase de développement intensif avec les différentes équipes. Donc, on a fait plusieurs comités d'intervenants, de groupes de l'équipe de recherche pour développer différentes interventions qui étaient destinées aux jeunes à partir de ce qu'on avait eu comme résultat. Et on est passé à des phases de développement intensif sur 9 à 12 semaines où on a développé 4 balados filmés et une formation en ligne pour les intervenants de 3 capsules. Le tout a été fait à travers différents groupes consultatifs, différents groupes d'élaboration qui ont travaillé de façon très intensive sur le développement du contenu. D'ailleurs, on a développé pour chaque type d'intervention, avec l'aide de Marie Latendresse, qui est une experte en planification, des matrices d'objectifs, des matrices d'action par rapport aux différentes activités. Celle que vous voyez, je pense, c'est par rapport au balado donc devant vous sur comment on voulait euh,
avoir des objectifs, avoir des orientations sur les différents aspects qui allaient être offerts. Donc, je vous laisse en prendre connaissance, mais dites-vous qu'il y avait comme une modélisation logique des interventions qui allaient être priorisées par la suite. Et ce qui nous amène à différents balados qui ont été développés avec le Club Sexu par et pour des personnes qui consomment, également l'organisme, euh, voyons, l'organisme voyons, Boxcan Québec, qui travaille auprès des jeunes, qui a également animé, Laura, l'ensemble de ces balados-là. Et à partir de ce qu'on avait fait, de ce qui avait été fait comme nomenclature et comme besoin, quatre balados ont été réalisés. Le premier sur les expériences vécues et recherchées, les motivations, l'effet du cannabis sur la sexualité, les contextes, l'expérience de plaisir et le sentiment de sécurité, qui était un peu notre pierre angulaire sur le fait de ressentir du plaisir, de se sentir en sécurité pour vivre ce plaisir-là. Donc, on a voulu vraiment mettre l'accent sur mettre la base sur ce qui est plaisant avant d'en arriver au risque. Par la suite, on a voulu, encore une fois, dans une idée de développer une pensée critique et d'ouvrir ce dialogue-là, d'avoir un épisode sur les valeurs personnelles, les choix personnels, l'identité, la sexualité sous influence, les influences du regard social, des stigmas, les limites et la sécurité et l'exploration. Et par la suite, on va plus aborder qu'est-ce qui est consentement sexuel, mais vraiment sous l'angle de la communication diadique, ou du moins entre les partenaires par rapport à la sexualité, tel que les jeunes l'ont amené, et finalement d'amener un peu plus l'idée des regards macro-sociaux et les changements sociaux qu'on souhaite avoir comme jeunes par rapport à la sexualité. C'est des balados qui n'ont pas été scriptés, mais qui ont vraiment été bien animés et bien réalisés, qui font écho vraiment à ce que Maël et nous, on avait découvert avec nos entrevues, dans les entrevues individuelles. Donc, c'est vraiment chouette à ce niveau-là d'avoir ce dialogue-là. Le tout a été aussi mis en lumière avec l'éclairage du Club Sexu, que ce soit au niveau de la réalisation, mais aussi de l'image qu'on a voulu donner. Et je vous encourage à aller les visionner parce que ça peut aussi nous amener nous-mêmes à réfléchir à notre positionnement par rapport à la consommation de cannabis et d'avoir la perspective des jeunes. Donc, ça a été réalisé sous plusieurs journées avec différents jeunes qui ont voulu quand même se dévoiler, ce que je n'aurais pas fait à l'époque et même aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent sur leur activité sous influence du cannabis. Donc, quelque chose de très vulnérabilisant, très touchant et très aussi, je pense, légitime dans leur perspective, dans ce qui amène par rapport à leur expérience de sexualité sous influence, quant au dialogue qu'ils ont, aux échanges qu'ils ont, notamment avec Laura à travers tout ça. Je vous en mets un petit extrait qui est disponible sur Instagram. Que ce soit la consommation ou la sexualité, il faut que tu le fasses avec une intention. Parce que sinon, ça devient simplement une habitude. Moi, ça m'arrive beaucoup d'être dans l'habitude, tout simplement. Je le fais pour le faire. Est-ce que je vais avoir une sexualité pour me connecter? Est-ce que je suis dans le physique? Est-ce que je suis dans ma tête? Est-ce qu'on est dans le fusionnel? Est-ce qu'on fait une cookie? Est-ce qu'on fait une longue relation qui est sensuelle, romantique? Puis plus tu Excusez. fais avec l'intention, plus après, tu peux guider l'énergie sur laquelle vous allez flow toute la relation sexuelle. C'est ça. Et c'est la même chose pour un trip aussi. Si tu smokes juste pour smoke, c'est le weed qui va décider ce sera quoi ton trip. Disons la consommation. Pourquoi j'ai pas aimé ça, le weed, quand j'ai commencé à consommer? Moi, je sens que ça m'a changé comme personne. Dans l'aspect où, autant que je pense que dans le sujet de conversation, le weed peut être un outil très introspectif quand c'est fait avec intention, quand c'est fait avec une direction. Moi, au moment où j'ai commencé à consommer, je sentais que ça me permettait d'arrêter le flou de pensée puis de me concentrer sur une chose, la décortiquer, aller au fond de ce que ça voulait dire, puis de l'intégrer. Ça peut être aussi un couteau à coke, comme tu le disais, mais en se coupant de ce qu'on ressent. Je pense que la sexualité, à certains moments, peut aussi, tu sais, être ces deux choses en même temps, autant une façon de connecter plus intensément à quelqu'un d'autre, à soi-même, mais aussi une façon de se valider face à des normes, des attentes qui sont attendues de nous, mais qui sont pas toujours alignées. En relation sexuelle, les gens que je connais pas, ben, je pense que après ça, deuxième, troisième fois, c'est pas mal que si je vois que je suis à l'aise, en sécurité, ben c'est là que je vais consommer. Je pense aussi d'appliquer dans le cannabis. C'est un peu trop assistant. Monsieur, du cannabis, déjà, oui.
quand je sais qu'est-ce qui va se passer à toi, je suis comme, ah, mais tu sais, j'aime bien apporter le mien. Tu sais, moi, je sais que c'est là, tu prends ça dans ta pile, ok, c'est ça, tu sais. Donc, c'est vraiment une perspective, plusieurs perspectives en fait qui s'entrecroisent, un dialogue sur ces aspects-là. C'est toute l'idée d'amener aussi les jeunes à réfléchir à leur propre consommation à partir de d'autres expériences qui sont rarement partagées en public ou même en privé entre les jeunes et eux-mêmes, avec une perspective aussi, on a différents genres, mais aussi la perspective du genre féminin, je pense, qui ressort clairement, qui est un peu plus tabou. Donc, c'est aussi cette vision-là de transformer la vision de la sexualité sous influence qui a été véhiculée, je pense, à travers les balados qu'on a créés, qui ont été quand même assez osés au sens où on a voulu aller s'adapter aux besoins des jeunes, s'adapter à leur réalité, puis à une vision beaucoup plus orientée vers le plaisir ressenti à travers le discours qui peut être tenu, tout en ayant une perspective qui est nuancée. Première relation sexuelle. Excusez. Une primeur lancée, en fait, organisée ce matin par Marianne Palardi avec une vitesse grand V. On lance aujourd'hui la formation en ligne faite par l'IDQ, notamment par Intersection, qui est une communauté de pratique qui regroupe des personnes qui travaillent au niveau de la sexualité et de la consommation de substances. C'est une formation qui a été faite sous la forme de différents balados de différentes longueurs, notamment qui a une visée d'aller chercher des intervenants qui ne sont pas familiers soit avec la consommation, soit avec la sexualité, pour amener des éléments de base, avec aussi des éléments des balados que vous avez vus aussi à travers tout ça. C'est une interview avec moi, Adèle Morvanou et Alexandre Langevin, qui travaille à à l'Association pour la santé publique du Québec, qui a été également une grande expérience d'intervenante et qui aborde les dimensions qu'on a discutées aujourd'hui sous un autre angle. Il propose aussi une autoréflexion. On a voulu, à travers cette formation-là, vous donner accès à plus une réflexion, une capacité à réfléchir à la sexualité sous influence du cannabis, à notre positionnement comme personne intervenante, plutôt qu'à des connaissances sur les effets précis des différents aspects, parce que ce que les jeunes nous rapportent, c'est pas tant le contenu des connaissances, mais plutôt la façon dont on souhaiterait être reçu de la part des intervenants par rapport à nos choix d'avoir une sexualité sous influence qui prime. Donc, on a vraiment voulu mettre l'accent sur cette réflexivité-là, ou cette capacité à remettre en question notre type d'intervention par rapport à la sexualité et à la consommation, notamment de cannabis. Vous pouvez trouver cette formation-là sur intersection.org et à travers les onglets, euh, trouver les balados sur allier cannabis et sexualité. Merci beaucoup à la ADQ d'héberger cette formation-là et d'en faire la promotion. On est très choyés de vous avoir et d'avoir eu votre participation à travers le groupe. Peut-être en guise de conclusion, je vois que j'ai un peu moins de temps que d'habitude, mais je pense que ça va correspondre tout à fait au désir de Jean-Philippe à travers la formation. Euh, Ce que les personnes nous ont amené à travers ce projet-là, que ce soit les partenaires, les jeunes et eux-mêmes, les personnes qui ont été amenées à réfléchir aux interventions, c'est toute l'idée de réfléchir à nos interventions pour les rendre beaucoup plus inclusives sur le plan de la diversité sexuelle et du genre, au niveau intersectionnel, anti-oppressif, au niveau transformatif même, des biais d'inéquité et des biais de genre qu'on peut transposer dans nos interventions, des fois sans même le vouloir. D'intégrer la notion de risque, certes, mais aussi à travers le plaisir. Et pas seulement d'avoir une enveloppe de plaisir, mais aussi de le reconnaître pleinement dans l'intervention qu'on offre aux jeunes adultes qui choisissent d'avoir une sexualité sous influence du cannabis. Oui, de reconnaître aussi la responsabilité individuelle, mais aussi la responsabilité qu'on a collectivement. Donc, pas seulement les personnes qui choisissent de consommer, mais leur entourage, les intervenants qui offrent des milieux festifs, les organisateurs d'événements festifs, excusez-moi, les partenaires amoureux et sexuels, dans la prévention des violences à caractère sexuel, des IST, des grossesses indésirées. Donc, c'est quelque chose qui est ressorti, et notamment la déstigmatisation de ces éléments-là pour que les personnes puissent ouvrir, puissent en parler et pour qu'on puisse collectivement s'assurer de cette réalité-là. Les jeunes nous ont aussi parlé beaucoup des importances des facteurs environnementaux, physiques et sociaux sur leurs pratiques, sur les méfaits vécus. Il faut aussi en tenir compte. Et dans le fond, je pense qu'il faut regarder comment on peut aborder les rôles et les responsabilités des personnes de façon à
à favoriser une reconnaissance possible du plaisir, des différentes expériences par rapport à tout ça. Et c'est toujours difficile de tomber sous l'angle de la transgression sexuelle quand on parle de sexualité sous influence et de consentement, mais on a un regard nuancé à actualiser par rapport à ces aspects-là, par rapport au cannabis, mais je pense par rapport à l'alcool aussi, avec toute l'évolution qu'on a vue au niveau du consentement dans les dernières années. C'est probablement dans les prochains projets qu'on va mener. Ça reprend grandement les aspects que je viens de dire dans ma conclusion. Euh, mais ce que j'ai voulu aussi vous amener à réfléchir, c'est comment on peut pas seulement euh, aller chercher l'information des jeunes de façon passive, mais aussi comment on les a mis à contribution dans le développement des interventions par et pour et comment ça risque potentiellement d'avoir une plus-value au niveau des interventions. Je pense que ce qui pourrait être intéressant d'aller plus loin, c'est d'évaluer les effets de ces interventions-là, mais aussi de voir comment on peut un peu plus pousser plus loin la réflexion au niveau des partenaires, des proches et de la société en général sur la réflexion qu'on peut avoir par rapport à la consommation sous influence du cannabis. Je tiens aussi à mentionner que ça a été un des projets pour moi où je me suis senti le plus en phase avec où je suis rendu par rapport à ma vision de la sexualité et de la consommation. Mais je pense que ça a été un luxe qu'on a eu comme universitaire de pouvoir pousser cette réflexion-là. J'entends beaucoup des échos des milieux institutionnels où on tend à avoir de la difficulté à avancer en juxtaposant le plaisir, la gentilité dans les activités de prévention à travers des censures, différents aspects qui vont être liés à l'idée qu'on ne peut pas aborder le plaisir à travers tout ça. Et je pense qu'on est choyé d'avoir pu le faire dans Allier Cannabis Sexualité. Et j'invite en fait la communauté à essayer de voir comment on peut aller plus loin euh, pas juste au niveau des projets de recherche, mais aussi au niveau des projets interventionnels, notamment institutionnels dans cette visée-là, qui s'arriment avec les meilleures pratiques contemporaines par rapport à la prévention et à la sensibilisation. Cher remercier vraiment un ensemble de partenaires qui ont participé de près et de loin au projet. Beaucoup d'assistants, assistantes recherche, beaucoup de partenaires des milieux de pratique qui ont donné leur avis, qu'on a réunis ensemble à travers ce grand projet-là. Mes merveilleux coordonnateurs, coordinatrices de recherche, Valérie, Joseph et Iris, qui ont vraiment fait un travail de maître et de course à relais à travers le projet sur 2 ans et demi, qui est très rapide pour en arriver à ces résultats-là. Donc, on est très fiers de où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. On en serait rendu, Jean-Philippe, à la période de questions.